Bien, nous recommençons notre session de conférence de l'Université populaire européenne de Grenoble. Chaque année, nous entamons par une première conférence en septembre et après, chaque mois, une conférence sur les questions européennes. Et ça fait déjà quelques années que fonctionne l'UPEG. Fonctionne l'UPEG grâce, et je vois Bernard Betteau qui est avec nous, grâce à la ville de Grenoble. Et donc, je veux aussi remercier la ville de Grenoble de permettre de faire fonctionner l'UPEG. Alors, nous avons une tradition avant la conférence maintenant, et on y tient, ce qui est de faire pendant 10 minutes, et je vais essayer de respecter ce temps de 10 minutes pour que les conférenciers puissent s'exprimer le plus possible, un point d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union européenne dans les semaines qui précèdent la conférence? Alors c'est toujours difficile de sélectionner parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Même aujourd'hui, on nous explique que la France n'a pas bénéficié de 32 milliards d'euros par des défauts de prélèvement de TVA. C'est des choses aujourd'hui qui nous sont dites par la Commission européenne. La France dit que, bien sûr, c'est faux, mais ces éléments donnés par la Commission. Alors, si l'on regarde, j'ai essayé de placer les choses pour être le plus efficace possible. Il y a d'abord des questions tournant autour de la gouvernance et de l'administration de l'Union européenne. Ça rappelle des choses pour les étudiants de master sur ce thème. D'abord, première chose à observer, la Lituanie a pris la responsabilité du Conseil de l'Union depuis le 1er juillet de cette année. Et la présidente de Lituanie a indiqué devant le Parlement européen quels étaient les objectifs de la Lituanie, les préoccupations de la Lituanie à cette occasion. Croissance économique durable, réduire le chômage des jeunes, le prix de l'énergie et avoir aussi un marché intérieur de l'énergie, un marché intérieur des télécommunications, un marché intérieur du numérique. C'est les formules qui ont été employées par la présidente de Lituanie. Elle a aussi indiqué qu'il fallait accélérer les processus de rapprochement par l'accord d'association avec l'Ukraine, mais aussi avec la Moldavie, la Géorgie et l'Arménie. Bien sûr, la Lituanie s'intéresse aussi à cette partie de l'Europe, ce qui est logique. Le 11 septembre, il y a eu, toujours dans les liens de gouvernance-administration, le discours sur l'état de l'Union de M. Barroso. Dernier discours de l'état de l'Union de M. Barroso, puisqu'il va terminer son mandat et sera vraisemblablement remplacé l'année prochaine par un autre président de la Commission européenne. Son discours était un discours un peu triste, plutôt modeste dans les préoccupations, alors que l'année dernière, il nous disait qu'il faut faire une fédération, il faut aller vers une union d'États, une union fédérale d'États. Cette année, il faut faire de la politique, il faut que les élections soient réussies, faites attention, ne dénigrez pas l'Europe, sauvez-la, elle est mal en point, il y a des choses à faire, il ne faut pas trop la critiquer. Autre élément toujours sur la gouvernance, le Premier ministre hongrois s'est assez mal défendu devant le Parlement européen. Il a été extrêmement sévère et il dit « Ne vous mêlez pas des affaires hongroises, laissez-moi gérer le pays comme je le souhaite. Vous me dites des choses fausses sur la liberté en Hongrie, sur les droits et les libertés. » Sur les finances européennes, toujours dans l'administration et la gouvernance, vous voyez, je vais loin, les États se sont mis d'accord, le budget pour les années suivantes, c'est-à-dire 2014-2020, les choix ont été faits, le Parlement a accepté, on va vers un ensemble de 960 milliards sur la période de 7 ans, ça nous fait un budget de l'ordre de 130-135 milliards par an. En matière de politique économique, on peut constater que la récession est en train de se stopper. Alors je ne vais pas dire verre à moitié vide ou à moitié plein, suivant les hypothèses, mais la récession est en train de se stopper. C'est un élément important. Politique commerciale de l'Union européenne, il y a toute une série d'éléments. Politique commerciale avec les États-Unis d'Amérique, au fond, ont commencé à discuter et négocier des accords extrêmement importants avec les États-Unis, tout en découvrant que les États-Unis espionnaient l'Union européenne, espionnaient les discussions du Conseil européen, espionnaient les discussions de la Commission européenne. Ça n'a pas fait très bien dans le tableau pour ouvrir des négociations avec les États-Unis d'Amérique, même si le président Obama a promis que tout ça rentrerait dans l'ordre et que tout ça cesserait rapidement. Qui peut le croire? On ne sait pas. Mais Martin Schulz, le président du Parlement européen, a dit un coup terrible pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne que cet espionnage.
Pour autant, ça ne veut pas dire que les négociations n'ont pas repris, mais dans un esprit peut-être un peu délicat. Alors d'autres sujets, mais là ça touchera plus à vos questions, d'autres sujets concernent aussi l'Europe et les États-Unis, c'est les questions syriennes bien sûr, et il y a d'autres aspects. Avec la Russie, l'Union européenne va porter plainte contre la Russie à l'OMC en matière commerciale pour des problèmes de taxes de recyclage qui sont obligatoirement payés pour les autos qui arrivent de la part de l'Europe vers la Russie. Et là, il y a un désaccord profond. Avec la Chine, le conflit, on dit le conflit solaire, mais le conflit sur les dimensions solaires demeure. Il y a là des discussions complexes parce que l'Allemagne ne suit pas tout à fait dans ce domaine en disant qu'il faut d'abord discuter avec la Chine avant de prendre des mesures de rétorsion, mais le conflit sur ces sujets demeure. Deuxième grand domaine, l'élargissement. Il faut saluer l'entrée d'un 28e État dans l'Union européenne. Il n'y a pas eu beaucoup de fêtes, un peu en Croatie, mais hors de la Croatie, pas beaucoup de fêtes. 28e État qui est rentré, avec au fond une adhésion de la population croate, modeste, pas forcément enthousiaste non plus, mais n'empêche que la Croatie est le 28e État, après 10 ans de négociations très laborieuses avec la Croatie, y compris pour des questions touchant aux questions de droits de l'homme, de liberté fondamentale concernant des Croates. L'Islande, toujours dans l'élargissement, est en train tout doucement de tourner le dos à l'Union européenne. L'Islande n'a plus trop envie de poursuivre les négociations pour sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. Bien sûr, les élections législatives irlandaises y sont pour quelque chose. Le nouveau gouvernement ne sont pas très ouverts dans ce domaine. Je regarde l'heure toujours. Politique monétaire, un nouvel État va rentrer dans la zone euro à partir du 1er janvier de 2014, qui est la Lettonie, 18e État dans la zone euro à partir du 1er janvier 2014. Intéressant d'observer aussi que dans les sondages en Allemagne, il y a des choses sur ces questions d'euro. Sondage réalisé relativement récemment, 4 septembre de 2013. Selon ce sondage, 32% des Allemands veulent revenir. 32% des Allemands veulent revenir au Deutschmark. 60% des Allemands considèrent qu'il faut rester dans la zone euro, mais pas forcément faire des eurobonds, mais pour autant rester dans la zone euro, c'est un élément intéressant. La Grèce va être aidée une nouvelle fois, un nouveau versement va être accordé à la Grèce, une nouvelle tranche d'aide à condition qu'elle fasse les efforts nécessaires. Le FMI regarde, l'Union européenne regarde aussi, mais il y a là un nouveau versement de l'ordre de 10 milliards d'euros à l'égard de la Grèce bientôt. L'union bancaire progresse puisqu'il y a eu des avancées importantes sur la question de l'union bancaire. La Commission a bien travaillé en la matière. Politique européenne. Au fond, dans les politiques européennes, on peut observer un effort particulier, surtout dans la période budgétaire 2014-2020, qui sera fait en matière de déblocage des milliards d'euros, 6 milliards d'euros débloqués pour cette période concernant le chômage des jeunes. Et parmi les négociations du budget, il y a une négociation importante sur un financement dans le domaine chômage à l'égard des jeunes. Le programme Erasmus, l'Union européenne s'en félicite, on a dépassé les 3 millions d'étudiants dans ce domaine et chaque année maintenant, on est à peu près de 260 000 étudiants qui sont dans le programme Erasmus. Pour la pêche, vous voyez, je passe non pas du coq à l'âne, de l'étudiant à la pêche, mais pour autant, accord européen sur la pêche, extrêmement important, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne que la question de la pêche, et donc là, il y a des éléments intéressants, même les Grecs sont d'accord avec ces orientations, après quelques réticences sur ce sujet. Dernier élément, les Européens et l'Union européenne. Il y a l'eurobaromètre. L'eurobaromètre, c'est tous les 6 mois, il y a un eurobaromètre qui observe ou présente ce que pensent les citoyens de l'Europe. C'est tout à fait intéressant d'observer. 62% des citoyens européens sont attachés à la monnaie unique. 62% dernier eurobaromètre. 56% considèrent que c'est un bienfait pour leur pays d'être dans l'Union européenne. En revanche, ces mêmes Européens ne font plus confiance aux institutions européennes, à commencer par la Commission. Donc là, un élément intéressant, mais aussi un autre élément qui est différent. Au plan des symboles, j'en citerai quelques-uns, et très vite, là aussi, des symboles. Une nouvelle main dans la main, et plus que ça d'ailleurs, une accolade, voire une embrassade,
entre le président français et le président allemand à Oradour-sur-Glane. Après Verdun, Oradour-sur-Glane, à peu près les mêmes choses se sont déroulées et c'est un élément qu'il faut aussi saluer sur ce point. Un rapport du Sénat sur le renforcement du couple franco-allemand qui est indispensable et ce rapport est un peu, non pas triste, mais dubitatif sur le couple franco-allemand, rapport important. Autre symbole, le pape a été sur l'île de Lampedusa pour saluer les immigrés venant de l'extérieur et en considérant qu'il fallait, au fond, avoir une attitude plus généreuse et que l'Europe ait une attitude plus généreuse à l'égard de l'immigration, surtout lorsqu'elle vient de cette manière vers Lampedusa. Et je vous signale que beaucoup de Syriens sont arrivés récemment aussi dans le sud de l'Italie en ce moment. Et c'est pour faire la transition avec, bien sûr, la suite et la conférence, il y a une réponse forte, qualifiée comme telle par le ministre français des Affaires étrangères à Vilnius. En effet, les 28 États membres ont accepté qu'il y ait une réponse dans la question syrienne, alors qu'à Saint-Pétersbourg, tout le monde n'était pas d'accord avec l'orientation souhaitée par la France et notamment les États-Unis. Cette dimension est importante. Et un think tank, IRIS, a dit qu'il fallait mutualiser les matériels militaires en Europe. C'est un rapport très récent dans ce domaine, du fin juillet de 2013. C'est une transition qui se veut habile, bien sûr, pour la suite, c'est-à-dire l'observation de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, alors c'est très bien, nous avons un grand nombre, je veux dire pléthore, c'est désobligeant, d'intervenants, mais c'est important. Constance Chevalier-Gauvert, maître de conférence à la faculté de droit de Grenoble, Delphine Deschaux-Huttard, maître de conférence, cette fois-ci en sciences politiques, à la faculté de droit de Grenoble, et Mathieu Damian, directeur de l'école de la paix. Et je trouve que c'est très bien aussi que nous ayons une manifestation, Université populaire européenne de Grenoble et école de la paix. C'est une première, ou presque une première, et donc c'est important à signaler. Je vous cède la parole, bien sûr, très volontiers. Bien, donc c'est à moi qui revient de commencer. Je tenais à vous remercier d'être pas si nombreux ce soir. Je pensais que le thème n'était pas forcément très porteur. Je pensais qu'on savait tout sur l'Europe de la défense. Je suis contente de voir que non, il y a encore beaucoup de curiosité pour le sujet. Et je tenais aussi à remercier l'UPEG pour avoir relancé l'initiative de cette thématique qui finalement n'est pas si courante dans les conférences à vocation grand public. Alors, ma mission à moi, ça va être d'essayer de vous dresser un panorama un peu global de l'Europe de la défense, d'où elle vient, comment elle fonctionne, alors en simplifiant beaucoup, on pourra revenir sur les détails si vous le souhaitez, et les quelques grands défis que j'aimerais pointer pour pouvoir ensuite alimenter le débat ensemble. Alors, la première chose qui frappe quand on pense à l'Europe de la défense, c'est de se dire, au fond, quel rapport entre l'Union européenne et la défense. Et en effet, pendant très longtemps, l'Union européenne a été une puissance qu'on qualifiait de civile, donc de normative. Et une telle puissance civile, pendant une cinquantaine d'années, recouvrait la notion, au fond, d'une puissance qui s'appuyait sur des outils particuliers de politique étrangère, mais non pas sur des outils militaires. Et en particulier, il y a un concept qui était très populaire dans les années 50 et 60, qui est l'idée de communauté de sécurité. Une communauté de sécurité, c'est exactement le cas de l'Union européenne, c'est une communauté d'États dans laquelle les États ont décidé de façon collective, entre eux, de renoncer à l'usage de la force. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que non seulement ils s'appliquent ces règles à eux-mêmes, mais leur objectif, c'est de les développer, d'encourager les autres États à faire d'eux-mêmes par des processus de communication mutuelle. Alors, il y a eu notamment un universitaire qui a beaucoup réfléchi sur la notion de puissance civile, et il s'appelle François Duchesne. Et lui, à l'époque, il était à la fois universitaire et un peu militant, et donc il écrivait dans les années 70, il estimait que la communauté européenne à l'époque, elle devait développer sa propre forme de puissance, c'est-à-dire non pas la puissance militaire, comme celle qui avait conduit aux 2 guerres mondiales, course à la puissance, mais au contraire plutôt les instruments civils de la puissance. Les leviers économiques, par exemple, un petit peu selon le modèle mis en place par l'Allemagne dans les années 60, 70 et 80.
Or, le problème, c'est de pouvoir s'entendre sur cette idée de puissance. Et ça, c'est un problème qui au fond, remonte à loin, puisque déjà Raymond Aron, dans les années 75-76, exprimait toutes les difficultés qu'il y avait à construire une politique étrangère européenne commune. Il disait, le problème de la politique étrangère européenne, c'est qu'elle doit être suffisamment différente de celle des États-Unis pour convaincre les États les moins atlantistes. Alors, on a tout de suite en tête l'idée de la France, avec le retrait de l'OTAN par De Gaulle dans les années 60, mais il fallait en même temps que cette politique européenne de sécurité, cette politique étrangère européenne, ne soit pas considérée comme agressive contre les États-Unis. Il faut quand même un minimum de feu vert américain. Et ça, c'est un véritable défi, puisque aujourd'hui encore, on aura l'occasion de le voir et puis d'en débattre, il existe encore difficilement un consensus sur la question de ce qu'est vraiment la puissance européenne et ce qu'elle doit faire dans le monde. Alors peut-être que vous avez entendu d'autres expressions qui se rapportent à l'Europe de la défense. Puissance tranquille, par exemple. C'est un universitaire américain qui parlait de puissance tranquille dans les années 2000. Un autre universitaire américain, qui est Robert Kagan, dresse un portrait qui est encore plus contrasté. Il nous parle carrément de Vénus, pour désigner l'Europe, la déesse de l'amour, qui est là pour venir panser les plaies, et de Mars, pour parler des États-Unis. Alors là, le contexte est un peu spécifique, puisqu'il nous dit ça en 2003. Bizarrement, quand la France et l'Allemagne s'opposent à l'engagement en Irak. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, au fond, de cette politique européenne de défense? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est le résultat d'une très longue évolution, et c'est à la faveur du changement géostratégique qui se produit avec la fin de la guerre froide que l'Europe peut, petit à petit, se penser comme un acteur non seulement civil, mais également de plus en plus militaire. Donc on va d'abord voir d'où, historiquement, vient cette Europe de la défense, comment elle vit. En réalité, l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on pourrait penser qu'elle date de la déclaration Schuman. C'est vrai formellement, mais elle vient surtout d'un très long et très lent mouvement de civilisation qui s'est produit sur le continent européen, depuis le Moyen-Âge. Alors là, c'est bien mon apport de politologue, puisque moi je regarde cet objet, l'Europe de la défense, avec mes yeux de politologue et d'historienne du politique. Je vois sur le temps long. Et j'ai pu relever que déjà au XVIIe siècle, il y avait eu un projet d'Europe de la défense en réalité. C'était un des ministres d'Henri IV, le duc de Sully, qui avait imaginé non seulement une sorte de corps politique qui permette de réunir les États d'Europe au sein d'une forme de parlement, c'est une diète à l'époque, mais en plus de ce parlement, l'objectif c'était de créer une armée commune, financée en commun. Vous voyez comme l'idée était révolutionnaire, puisqu'on n'en est pas là du tout aujourd'hui, on est même très loin. Alors cette idée d'unification et de nécessaire unification du continent européen, elle va être reprise ensuite par les philosophes des Lumières. Vous connaissez sans doute le projet de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, par exemple. Il y a le même type de réflexion et de rêve chez l'abbé de Saint-Pierre. Alors si on se rapproche de notre époque et qu'on fait un grand bond dans le temps, il y a eu également, historiquement, une expérience manquée d'Europe de la défense. À l'époque, on appelait ça la Communauté européenne de défense, et c'est une tentative que les États, et notamment la France et l'Allemagne, ont essayé de mettre en place entre 1950 et 1954. Alors là encore, l'objectif est très tributaire du contexte. C'est-à-dire qu'on est très proche de la Seconde Guerre mondiale. Les États européens se méfient quand même encore beaucoup de l'Allemagne, qui est certes divisée, qui est certes hors d'état de nuire, mais on a bien vu dans l'entre-deux-guerres qu'il fallait faire attention. Et donc l'objectif avec cette communauté européenne de défense, c'est de créer une armée européenne qui permette d'intégrer des soldats allemands qui avaient été démobilisés, donc il n'y avait plus d'armée en Allemagne. Et ce qui, là encore, est révolutionnaire par rapport à la situation de l'Europe de la défense aujourd'hui, c'est que dans le projet de communauté européenne de défense, cette armée aurait été soumise à une autorité européenne commune, une sorte de commission européenne. Là encore, on en est très très loin, c'est même pas du tout à l'ordre du jour. Alors, comme vous le savez sans doute, le sort qui a été réservé à cette communauté européenne de défense a été néfaste, puisque la France, qui était l'initiatrice du projet, a fini par rejeter la ratification du traité en août 1954. Et ça va mettre un verrou, un tabou, sur toute la question de la défense européenne pendant près de 4 décennies. Malgré tout, cet événement a eu un aspect très positif,
ça a permis à la France et à l'Allemagne de se rendre compte qu'elles étaient très liées du point de vue de leur sécurité et que la relation franco-allemande avait tout à voir avec la construction d'une communauté de sécurité au sein de l'Union européenne. Et donc il va falloir attendre la fin de la guerre froide, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre d'opportunité, pour pouvoir à nouveau ressortir des tiroirs un projet d'Europe de la défense.